On va continuer avec une table ronde autour de la santé mentale. Nous, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, je le disais ce matin, parce qu'on sait que quand on entreprend, quand on est indépendant, quand on est souvent tout seul, eh ben, en réalité, les points de vulnérabilité, c'est votre capital santé. C'est santé physique et santé mentale. Et bien souvent, on a un petit peu le syndrome du super-héros. Enfin, on a fait quelques posts là-dessus, ou un syndrome d'invincibilité parce qu'on est très motivé, parce qu'évidemment, on ne va pas s'arrêter parce qu'on a un rhume, parce qu'on a un petit truc de travers. Néanmoins, se préserver, préserver ce capital si précieux, on peut le faire de différentes manières. Et donc, c'est au travers de cette table ronde avec Julia et Alexandre que j'accueille tout de suite sous vos intenses applaudissements qu'on va aborder ces thèmes. Alors, je vous laisse prendre des micros, on va s'installer. Merci. Installez-vous. Je vais vous tenir compagnie. Bah non, il n'y a plus de fauteuil. Bon, je vais tenir là. Donc, nous, chez Stello, on a fait une petite étude, un sondage très sérieux sur la santé mentale des entrepreneurs et qui nous disait que 60% des entrepreneurs avouent être très stressés au quotidien. Néanmoins, 82% ne voudraient pas changer de vie ni de statut. Donc, ça indique bien tout ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en fait, on aime notre vie. On aime cette vie qu'on a choisie avec ses hauts et ses bas. Néanmoins, il faut avouer qu'il y a des moments où c'est hyper stressant, c'est un peu compliqué. Et dans notre étude, 21% disaient qu'ils sentaient que leur santé se dégrade. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? C'est un peu un paradoxe. On prend des shoots d'adrénaline, on est heureux de vivre cette vie de liberté. Néanmoins, on doit se préserver pour continuer à vivre cette vie. Donc, je vous propose que on commence notre table ronde sur cette thématique immédiatement. Donc, comme tout à l'heure, je vous laisse chacun à votre tour vous présenter, vous dire aussi quels sont vos leviers, vos why, pourquoi pas, à tous les gens qui nous écoutent. Tu veux commencer ? Comme tu veux. Allez, vas-y. Ok. Bonjour à tous, je suis très très contente d'être là. J'ai pas l'habitude de prendre la parole sur le sujet de la santé mentale. Moi, du coup, mon why, c'est d'inspirer les gens à oser réaliser leurs rêves. Mais finalement, on en parlait tout à l'heure, la santé mentale s'imbrique parfaitement là-dedans. Parce que finalement, on entreprend pour créer un business au service de sa vie, pour être accompli. Et le paradoxe, c'est que souvent, dans cette quête vers la vie rêvée, on se crame un petit peu sans vraiment s'en rendre compte. Parce qu'en fait, soit on est tellement passionné que, en fait, on oublie que dans ce travail passion, on est en train de s'épuiser. Soit parce que on court parfois après des objectifs qui ne sont pas vraiment les nôtres, on se compare beaucoup aux autres, on court derrière le chiffre d'affaires, derrière plus de visibilité, derrière une croissance un peu effrénée, et on a du mal à se recentrer sur soi. Donc voilà, moi mon why c'est d'inspirer les gens à oser, et qui je suis ? Je suis conférencière et hôte d'un podcast qui s'appelle Julia Wonders. Et à côté de ça, je fais également du personal branding aux côtés de Nina Ramen, que vous connaissez peut-être si vous êtes ici. Donc Nina qui aide les femmes à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, on parle aussi beaucoup de sujets de santé mentale au sein de nos formations parce qu'en fait, c'est un accompagnement sur LinkedIn. Et en fait, sur LinkedIn, c'est juste l'endroit où on peut le plus se comparer aux autres parce que tout le monde montre un peu sa vitrine et les plus beaux côtés de sa vie. Et en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la santé mentale comme ça. Et toi, du coup, Alexandre, je sais que tu as un parcours aussi qui t'a... Tu t'es intéressé à ces sujets avec des expériences difficiles. Peut-être tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi. Mais ça commence bien, Julia. Là. C'est une question très intime. Avant que je me présente, moi, j'aime bien savoir qui est dans la salle. Alors, on va faire comme au stand-up, parce que moi, j'ai mon frère qui s'est lancé dans le stand-up. Je ne sais pas si vous voyez cette tendance où il y a toujours quelqu'un autour de soi qui se lance dans le stand-up. Moi, c'est le cas de mon frère et de mon associé Anaïs. Donc, comme on dit au stand-up, par applaudissement, qui est déjà entrepreneur dans la salle ? Très bien. Qui est indépendant depuis plus de 3 ans ? Bon, déjà, ça c'est un public rare. Parce que moi, je fais des conférences sur l'entrepreneuriat chaque année depuis maintenant 6 ans. Et c'est rare d'avoir dans la salle autant de personnes qui sont vraiment lancées, qui sont vraiment à leur compte et qui le sont depuis plusieurs années. Je m'appelle donc Alexandre Dana. J'ai créé ma première entreprise quand j'avais 19 ans.
qui n'a pas fonctionné. J'en ai créé une deuxième dans la foulée qui n'a pas fonctionné non plus. Et ma troisième s'appelle Live Mentor. Je l'ai créée juridiquement en 2012. Donc je fais partie des vieux entrepreneurs. 10 ans. Maintenant. Voilà, ouais, plus de 11 ans maintenant. Et donc Live Mentor, c'est un organisme de formation uniquement pour les entrepreneurs et les personnes qui vont créer une entreprise. On a formé 26 000 personnes depuis 2016. Et on a connu une transition. Lors du confinement, j'ai réalisé qu'on n'abordait jamais le sujet de la santé mentale. Et plus généralement, on n'abordait jamais la question des émotions chez les entrepreneurs. On avait créé un catalogue très complet de formations techniques sur comment monter sa boîte, comment se faire connaître, comment vendre, comment compter, etc. Mais les sujets de confiance en soi, les sujets de personnalité, les sujets de bien-être, on les abordait jamais. Et donc, on a essayé de changer ça depuis quelques années avec, premièrement, donc un livre que j'ai publié chez Erol qui s'appelle « Entreprendre et surtout être heureux », qui parle du sujet du burn-out chez les entrepreneurs. Des numéros de notre magazine Odyssée dédiés à la question des émotions, dédiés à la question du bien-être, et puis d'autres contenus qu'on publie régulièrement sur Internet pour essayer de proposer une vision où se concentrer sur soi, c'est au moins aussi important que se concentrer sur son entreprise. Alors, la question que je peux avoir peut-être pour toi, pour démarrer cette conversation, c'est toi, à quel moment tu as commencé à t'intéresser à ces sujets dans ton parcours d'entrepreneur? C'est venu à quel moment? Tu y pensais dès le début, quand tu as créé ta boîte, tu te disais dès le début que tu étais ta principale ressource ou pas? Non, pas du tout. En fait, moi, le sujet de la santé mentale, c'est un sujet dans ma famille depuis longtemps. Parce que autour de moi, j'ai vu des burn-out, mais du côté salarié. Donc, je voyais très bien le côté burn-out salarié. Tu es dans un job qui n'a pas de sens, tu n'as pas forcément de reconnaissance, tu travailles beaucoup. Mais je n'avais pas vu venir le côté burn-out de l'entrepreneur, parce que pour moi, je faisais un peu j'avais une vision très binaire des choses, en fait. C'est en mode salarié, burn-out, entrepreneur, épanoui. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, tu peux être très épanoui en tant que salarié et très malheureux en tant qu'entrepreneur si tu ne te connais pas bien et si, en fait, tu ne connais pas ce qui t'anime, ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'en prend. Donc, il y avait ça. Et puis, il y a autre chose, c'est que dans ma famille, il y a aussi des antécédents un peu de dépression nerveuse. Mais moi, je pensais un peu que j'étais... protégée de ça d'une certaine manière parce que vu que j'étais tellement passionnée par ce que je faisais, c'est-à-dire les conférences et les podcasts, que je pensais que j'allais pas pouvoir me cramer. Tu vois, c'était comment c'est possible de te cramer si tu fais ta passion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé ma boîte en novembre 2021. Donc moi, je suis un baby entrepreneur par rapport à toi. Je me suis lancée il n'y a pas longtemps, mais je pense que dans la salle, il y a aussi plusieurs personnes qui se sont lancées plus récemment, donc peut-être qu'elles pourront se reconnaître dans ce que je vais dire. Mais au début, c'était assez difficile parce que en fait, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, tu ne sais pas forcément ce que tu fais. En fait, tu te lances, mais tu n'as pas une idée très claire de en fait, quelles sont tes forces, donc là où tu es bon, qu'est-ce qui te donne de l'énergie et qu'est-ce qui t'en prend. Donc du coup, je faisais un peu le type de compétences que je pouvais monétiser, mais ce n'était pas forcément ce qui m'apportait le plus de joie. Et donc, je commence à faire ça, je commence à pouvoir en vivre grâce à ça, donc je suis contente. Et ensuite, il y a une deuxième phase où je monte d'un niveau où je ne fais plus juste les compétences qui me rapportent de l'argent, mais je fais vraiment les compétences qui me rapportent de l'argent et m'épanouissent. Donc c'est là où j'ai commencé à faire des conférences et à me rémunérer avec les conférences. Donc c'était à peu près en mars, mai, à peu près cette période-là. Et en fait, j'avais de plus en plus d'opportunités. Et j'étais super contente parce que je m'étais dit, ça y est, en fait, ça décolle, entre guillemets, ça décolle. Je vois qu'après cette période un peu de traversée du désert où j'avais l'impression de ramer un petit peu, d'aller très lentement, que j'ai mes premières opportunités, j'ai des conférences rémunérées, etc. Et en fait, du coup, je commence à dire oui à tout, même quand c'est des conférences pas rémunérées, parce que je me dis qu'il faut absolument que je prenne toutes les expériences possibles, que j'accepte tout ce qui est là, que j'ai de la chance, en fait, d'avoir ces opportunités. Et en fait, petit à petit, très insidieusement, je commence à me dire « Ah, je suis plus fatiguée, je suis de plus en plus fatiguée ». Je me sentais que je me couchais de plus en plus tard parce que je faisais des conférences. Je sentais que j'étais un peu en train de mettre de l'énergie sur plein de projets en même temps parce que j'avais dit oui à ça, puis j'avais dit oui à ça, puis j'avais dit oui à ça. Et en fait, j'avais l'impression de partir dans toutes les directions. Et le jour où j'ai vraiment craqué, c'était en juin,
on faisait un événement, j'étais invitée à un événement comme celui-ci, donc c'était une journée de conférence. Et le matin, en fait, j'entends les conférenciers parler et juste, je suis là, mais je ne suis pas là. Et je me sens hyper mal. J'ai envie de partir, en fait. J'ai pas envie d'être là. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire ma passion. Tu vois, j'ai l'opportunité de parler sur scène, etc. Mais juste, j'ai juste envie d'être chez moi et de rien faire. Et je passe le soir, et en fait, avant de prendre la parole, je passais en fin de journée vers 16h, je sors, et en fait, je me mets à pleurer. Enfin, vraiment, je passe au moins 1 ou 2 heures à pleurer, et je vois une amie, donc une amie et une mentor qui est Nina Ramen, avec qui je travaille. Et en fait, j'avais prévu de voir Nina pendant la journée de conférence. Et en fait, on se voit, et là, je vide mon sac, en fait, je pleure, enfin vraiment, je pleure pendant 1 ou 2 heures. Je suis une personne hypersensible, donc j'ai vraiment tout lâché devant elle. Et en fait, Nina, elle a vraiment accueilli ça, et elle m'a comprise déjà. Parce qu'elle est entrepreneur aussi depuis... elle a lancé sa boîte il y a 1 an et demi, mais elle a décollé très vite. Et elle m'a comprise, et en fait, elle a juste écouté tout ce que j'avais à dire. Le fait que j'avais accepté, je pense, trop de conférences en même temps, que en fait, je me mettais une pression énorme à vouloir réussir vite, en fait, j'avais pas à me mettre autant de pression sur les objectifs. Et voilà, elle a accueilli ça. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que je faisais un peu un burn-in. Enfin, c'est un peu les signes d'épuisement avant le burn-out. Et ce qu'il a manifesté, c'est que, par exemple, quand j'appelais ma mère au téléphone, je n'osais plus faire un FaceTime avec elle, en fait. Parce que je savais que j'étais tellement fatiguée que rien qu'en voyant mon visage, elle allait comprendre que ça allait pas et qu'elle allait se faire du souci pour moi. Et donc, du coup, je l'appelais au téléphone comme ça. Elle me disait, ça va, Julia? Et j'avais une petite voix, je disais, oui, oui, ça va. Et en fait, j'ai du mal à cacher mes émotions. Donc, elle a très vite senti. Et donc, elle s'est tout de suite inquiétée pour moi. Et pareil, Nina aussi, elle s'est beaucoup inquiétée pour moi du fait que ça allait pas. Et en fait, je trouve que ça a été très sain, cette vulnérabilité que j'avais, tu vois, que je ne pouvais pas cacher les choses. Et j'ai du coup très vite réagi, sachant que j'avais cet antécédent de dépression dans ma famille. Et c'est ma mère et Nina qui m'ont beaucoup mis en garde en me disant, en fait, t'es le moteur de ta boîte. Et toi, tu penses que si tu te crames maintenant et que tu donnes tout maintenant, c'est pour le bien de ta boîte. Mais en fait, si toi, tu te crames, il n'y a plus de boîte, en fait. Et ma mère, elle m'a dit, Julia, t'es passionnée, mais si tu te crames, tu pourras plus faire de conférences pendant des années. Tu seras au lit, tu seras bloquée et tu auras perdu toute passion. Et ça m'a beaucoup fait réagir quand elle m'a dit ça. C'était pas ce que j'avais envie d'entendre, clairement. Moi, j'avais envie d'entendre j'avais envie qu'elle m'encourage, qu'elle me félicite pour tout ce que j'étais en train de faire. Et non, elle me disait, calme-toi, en fait. Toi, tu penses que que je vais te reconnaître si tu en fais plus. Parce qu'en fait, je pense qu'on cherche beaucoup l'admiration dans le faire, on cherche la reconnaissance dans ce qu'on fait, alors qu'en fait, nos proches, ils nous aiment juste pour qui on est et pas ce qu'on fait. Et donc, ça m'a beaucoup fait réfléchir, en fait. J'ai beaucoup questionné, en fait, après quoi je cours, pourquoi je m'inflige, c'est un mot fort, mais pourquoi je me demande de faire autant de choses en même temps. Qu'est-ce que je me prouve, en fait? Qu'est-ce que j'essaye de me prouver en faisant ça? Et du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et tu vois, j'avais entamé plein de projets en même temps. J'avais prévu d'écrire un livre, justement, aux éditions Erol, en même temps que le podcast, les conférences. Et là, j'ai pris la décision, ensuite, en ayant ce moment de trop plein, de me dire, en fait, je prends mon temps. Tu vois, moi, j'ai pas dit mon âge, mais j'ai 22 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais le temps et que je me compare tellement à des gens qui réussissent jeunes. Je trouve qu'aujourd'hui, on valorise beaucoup ça, en fait. On met beaucoup, voilà, il a seulement cet âge-là, il fait déjà tout ça. Et je me comparais beaucoup à ça, ce qui n'est pas bénéfique. Et la tangente différente que j'ai prise aujourd'hui, c'est de me dire, OK, je fais moins de projets, je me concentre sur moins de choses en même temps, mais je les fais bien. Et surtout, je ne mets pas le travail au centre de ma vie. C'est-à-dire qu'avant, il y avait vraiment mes conférences, mes entreprises, ça prenait 90% du temps. Et en fait, je sentais que dans le reste de ma vie, je n'étais pas la personne que j'avais envie d'être. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère, je n'étais pas là pour elle. Mon neveu, qui a 4 ans, je ne l'appelais pas aussi souvent que je voulais parce que en fait, je pensais tellement à ma boîte que je ne pensais même pas en fait, à ça. Et je me suis rendu compte, mais c'est pas du tout cette personne-là que j'ai envie d'être. En fait, j'ai pas envie d'être la personne qui est tout le temps en train de travailler et qui n'a pas le temps pour faire du sport, qui n'a pas le temps pour sa famille, etc. Et du coup, j'ai un peu fait machine arrière. J'ai pris 2 mois de vacances où j'ai tout déconnecté. C'est hyper récent, hein, c'était là, juillet, août. J'ai vraiment tout déconnecté et j'ai posé l'intention en septembre de avoir moins de projets en même temps, tu vois, me dire 3 priorités en même temps et de donner pas que de l'importance au travail, mais aussi à la vie perso. Voilà, grosse... Ouais, bon, je serais curieux d'avoir la réaction du public, mais je trouve qu'il y a 2 thèmes qui peuvent parler à tout le monde dans ton partage. Le premier, c'est la notion
de temps, de charge de travail quand on est indépendant. Et tu l'as dit de manière très précise, tu es tombé dans cette spirale où on te propose des nouveaux projets et tu dis oui à tout. Et ça, c'est une différence énorme par rapport à la réalité d'un salarié. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans certaines entreprises, on arrive un jour et puis le boss, il a une nouvelle idée. Je fonctionne un peu comme ça, moi. Mais je me soigne. Et il arrive avec une nouvelle idée et hop, on a le double de travail, le triple de travail à faire. C'est quand même extrêmement rare. Alors que quand on est indépendant, ça peut être extrêmement fréquent d'avoir des oscillations très fortes dans les demandes entrantes. Et là, moi, je vous recommande la lecture du livre d'Alexis Minchella, qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, et qui propose une structure qui est son plan en 90 jours, qui te force à lisser ton activité dans le temps et à savoir dire non, ou à savoir dire à un client, je ne vais pas prendre la mission maintenant, je vais la prendre dans 4 mois, 5 mois. Donc ça, voilà, c'est, je trouve, un premier thème qui est super puissant pour nous tous. Comment je prends conscience que je suis 100% maître de mon emploi du temps et 100% responsable de mon emploi du temps. Et après, le deuxième thème qui a résonné très fort, c'est l'entourage. C'est de réussir à en parler. Et toi, c'était beau ce que tu as raconté sur cette discussion avec Nina ou avec ta maman, de réussir à ne pas garder la difficulté émotionnelle enfouie au fond de soi. Est-ce que certains ont des salariés, des collaborateurs? Un, bon, non, un peu plus, 3, 4. En fait, je trouve que la question se pose aussi pour vous, quoi, de comment, quand je suis dirigeant d'une entreprise qui commence à avoir 1, 2, 3, 4 personnes, quelle bonne distance je trouve entre ne rien dire, taire mon niveau de bien-être ou de mal-être et partager à mes équipes, à mes investisseurs, à mes collaborateurs ce qui se passe et avoir une certaine part de vulnérabilité. Ok, donc tu as vécu un sacré été, quoi. Belle métamorphose. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est vrai. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est de me dire, avant, j'étais dans un peu un état d'esprit de pénurie, tu vois. J'avais vraiment peur que si je disais non à un projet, je passais à côté de l'opportunité à ne pas rater, alors que c'était des conférences même pas rémunérées, tu vois. Et là, maintenant, j'ai mes projets. En fait, je me dis, mais concentre-toi déjà sur ça. Et ça va venir. En fait, j'ai beaucoup plus confiance dans le flow de la vie, d'une certaine manière. J'ai beaucoup plus confiance dans le fait que je mets des actions en place et que ça va générer des résultats. Et je me mets beaucoup moins de pression sur accepter tout ce qui vient. Et tu vois, j'ai vraiment appris à dire non. Tu vois, j'ai regardé des articles comment apprendre à dire non de la façon la plus polie possible. Donc, on m'invite à un podcast. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je suis vraiment hyper touchée. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir accepter parce que X raison. Mais je te mets en contact avec 7 autres podcasteurs que tu vas adorer. Et en fait, maintenant, je prends un plaisir énorme à dire non. Et d'ailleurs, j'aime bien cette expression « joy of missing out ». On l'utilise plus pour les réseaux sociaux. De dire, en fait, c'est la joie d'être en déconnexion, c'est la joie d'être coupé du monde et de ne pas savoir ce qui se passe sur les réseaux. Mais je trouve que ça s'applique aussi dans l'entrepreneuriat, en fait. Joie de dire non à une opportunité. Parce que, en fait, ce non-là va te permettre de dégager plus de temps sur toi, ce qui te donne du plaisir. Et peut-être qu'en plus, derrière, tu vas avoir une autre opportunité qui t'intéresse beaucoup plus. Sauf que si tu avais dit non à la première qui ne t'intéresse pas, tu n'aurais pas eu le temps de faire la deuxième. Ouais, je pense que c'est extrêmement juste. Ce qui est délicat sur le sujet de la santé mentale pour les entrepreneurs, c'est que les difficultés rencontrées dépendent énormément du stade de développement de votre boîte. Et donc là, on vient de parler du stade j'ai beaucoup d'activités, ça foisonne, ça explose dans tous les sens. Comment je me protège de ça? Mais on peut aussi parler du stade je viens de me lancer, ça fonctionne pas trop, j'ai pas encore trouvé une manière d'en vivre et d'en vivre confortablement. Et là, ça déclenche d'autres problématiques, comme la peur de l'échec, comme le syndrome de l'imposteur, comme la comparaison excessive. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant dans ce bouquin, parce qu'en fait, mon livre n'aurait pas existé sans une enquête
à laquelle 10 000 entrepreneurs ont répondu, où je leur ai proposé de me partager le lien entre le stade de développement de leur projet, le stade de développement de leur activité en tant qu'indépendant et ce que j'appelle des signes annonciateurs de la catastrophe, du burn-out, de la dépression. Et alors, là-dessus, je trouve qu'il y a un message qui est important à faire passer. J'entendais dans un podcast récent quelqu'un dire oui, faire un burn-out, c'est la nouvelle mode. Alors moi, je peux vous partager les témoignages que je reçois depuis que j'ai écrit ce livre de gens qui passent par des burn-out. C'est pas drôle du tout. Je rappelle que, et c'est marrant de dire ça alors que l'événement est organisé par Stello, mais je rappelle que quand même la protection sociale des indépendants n'est pas du tout la même que la protection sociale des salariés. Moi, j'ai une centaine de salariés. Quand un salarié va pas bien, il pose un arrêt maladie. Globalement, ça se passe bien. Il peut même prendre un mi-temps thérapeutique. Vous voyez ce que c'est, les mi-temps thérapeutiques ? À 50% ou à 80%. Alors certes, il existe des systèmes de prévoyance qu'on peut prendre quand on est indépendant, mais néanmoins, c'est quand même beaucoup moins pratique d'avoir des soucis de santé mentale quand on est à son compte que quand on est entrepreneur. Et donc, je crois que tout l'objet de la réflexion qu'on essaye de mener avec des personnes comme Julia, c'est l'importance de la prévention. C'est l'importance de penser son rôle dans sa boîte et penser sa boîte de sorte à ce que ces situations où on n'a plus d'énergie, on est KO, on n'a plus envie de se lever le matin, ne se produisent pas. Et là, on parle de burn-out, mais je peux vous donner des témoignages plus horribles, plus graves, comme celui de quelqu'un qui s'appelle Nicolas Jeanne, qui est le fondateur d'une boîte qui vient d'arrêter son activité qui s'appelait Bolk, B-O-L-K, c'était des cantines connectées. Nicolas avait levé plusieurs millions d'euros avec des investisseurs que vous connaissez comme Xavier Niel. Il est tombé en dépression. Il en parle publiquement aujourd'hui et je vous invite vraiment à le suivre sur LinkedIn. Il a été interné dans une maison de repos. Enfin, ça peut aller très loin en fait. Et je ne souhaite à personne d'en arriver là, et c'est là où la prévention est importante. Et donc j'ai du coup envie de t'interroger sur toi, c'est quoi un peu ton socle préventif aujourd'hui ? Outre ce réflexe de savoir dire non, est-ce que tu as certains principes au sein de ton entreprise et peut-être aussi en dehors que tu appliques ? Ouais, c'est une très bonne question. Alors ouais, j'ai mis en place plusieurs choses justement pour m'assurer que ça va bien, grosso modo, dans ma vie. Déjà, on a un point avec Nina, toutes les semaines, on a un point qui s'appelle « Comment ça va ?» Et franchement, c'est ma thérapie de la semaine. Je vois pas de psy, mais tu vois, ce point-là, c'est en fait avec l'équipe où tu peux être vulnérable et où tu peux dire bah là en fait je me sens fatiguée, là je sens que y a trop de trucs qui s'accumulent, etc. Et déjà en fait quand il y a un problème qui commence à arriver, il ressort très vite. Tu vois, c'est l'espace d'échange pour que ce type de problème puisse émerger et qu'on mette très vite en place des solutions. Tu vois, dès que je vais dire à Nina, il y a ça, en fait, elle va tout de suite mettre des actions en place pour que, en fait, grosso modo, on se sente bien. Et j'ai de la chance d'être dans une boîte où, en fait, on prend la santé mentale très au sérieux. Et en fait, on considère que en fait, si les employés vont pas bien, en fait, ils peuvent pas s'épanouir de l'activité et ils vont pas fournir le travail qu'ils vont fournir. Donc en fait, c'est pas un bonus de s'intéresser à la santé mentale des gens, ça fait partie en fait à temps plein du rôle du manager de s'y intéresser. Deuxième chose, c'est que j'ai défini un peu mes grands critères. Tu vois, qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans ma santé ? Tu vois, ça va être de combien de sommeil j'ai besoin, combien de sport j'ai besoin, de quelles activités vont me nourrir en fait quand je travaille pas. Et en fait, j'ai mis ça un peu, j'ai posé ça et j'ai essayé de vraiment faire un petit bilan avec moi-même. Tu vois, moi j'écris beaucoup et de me dire, bah, est-ce que cette semaine je me suis sentie, tu vois, j'ai senti que j'ai pris du temps pour faire ce que j'aimais. Comment je me sens en fait. Donc j'écris beaucoup. Et un autre truc qui pour moi a vraiment tout changé, c'est que j'ai défini en fait c'est quoi mes grandes priorités
du trimestre à venir. Et avant, j'avais tendance à vouloir vraiment tout faire en même temps, tu vois. Donc la Julia de juin, elle essaye d'écrire un livre, de faire des conférences, de faire du coaching, d'écrire sur LinkedIn. Enfin, en fait, trop de choses qui me prennent de l'énergie en même temps. Et la Julia de septembre, elle se dit, OK, tu peux pas tout faire, en fait, sauf si tu te crames. Et qu'est-ce que tu choisis de faire de ton temps? Et choisir délibérément de repousser certains projets à plus tard. C'est pas de la procrastination, c'est pas que tu n'en es pas capable, c'est pas que tu vas pas atteindre tes objectifs, mais c'est dire, si je veux me préserver et en fait bien faire mes premiers objectifs, il faut que je choisisse de faire certaines choses à plus tard. Et franchement, parfois, c'était douloureux de faire ça parce que moi, je suis un profil un peu multipassionné, où en fait, si je m'écoutais, j'aurais envie de lancer plein de projets en même temps, mais je sais aussi que ça m'épuise. Et c'est important pour ça de se connaître, parce que en fait, je sais que j'ai cette tendance-là à avoir plein de nouvelles idées, ce serait cool de lancer ça, ce serait cool de lancer ça, et du coup, j'embarque des gens avec moi, et aussi, ils seraient partants de le lancer, mais se rendre compte de ça et de dire, on est en train de lancer un truc, est-ce qu'on a les ressources pour le faire maintenant, et si on n'a pas les ressources, quand est-ce qu'on pourra le faire, pour ne pas être frustré, parce que du coup, en fait, quand on a envie de lancer plein de trucs en même temps, ça peut être hyper frustrant de dire, je le fais pas maintenant, je le fais plus tard, mais en même temps, de déjà bien faire et déjà s'épanouir là-dedans. Et puis un autre truc qui a vraiment tout changé pour moi, donc là c'est moins de la prévention, mais c'est plus en fait comment je m'organise, c'est que je me rendais compte que j'avais une productivité horrible en fait en juin. C'est-à-dire que moi j'étais vraiment accro aux réseaux sociaux, mais quand je dis accro, c'est que je pouvais passer 5, 6, 7 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. Pourquoi? Parce que je crée du contenu, parce qu'en fait, mon job, c'est de former des gens à LinkedIn. Donc, en fait, j'étais tout le temps sur LinkedIn. Et en fait, ça a bousillé ma productivité et je sentais que j'étais accro à la dopamine. Donc, j'avais tout le temps besoin d'aller sur les réseaux sociaux. J'avais beaucoup de mal à faire une tâche vraiment en étant concentrée et en n'ayant pas plein d'idées en tête. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est vraiment de prendre le problème à bras-le-corps en me faisant accompagner et en comprenant qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien pour ne plus être accro aux réseaux sociaux et pour vraiment me sentir déjà beaucoup plus légère et retrouver du temps. Parce qu'en fait, j'avais vraiment un temps énorme que je consacrais à ça et surtout de l'énergie. En fait. Tu vois, t'es tellement bombardé de dopamine quand tu es sur les réseaux sociaux et de contenu de très pauvre qualité que en fait, ça t'abîme en fait. Et du coup, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai acheté des bloqueurs d'app. Et donc, tout simplement, je ne peux plus aller sur mes réseaux sociaux de 7h à midi. C'est radical. Si je veux aller sur le site, ça me dit c'est bloqué. Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que du coup, le matin, je ne peux plus voir sur LinkedIn les gens qui racontent combien de chiffres d'affaires ils ont fait ou combien, tu vois, à quel point ils sont incroyables. Juste le matin, je fais les tâches les plus importantes pour moi. Et ensuite, je vais sur les réseaux sociaux plus tard. Mais ça, c'est un truc qui a vraiment tout changé. Parce que c'est moi qui design un peu mon environnement pour que ça me convienne. Et j'ai plus l'impression d'être tout le temps victime des réseaux sociaux. Voilà un peu. Et je suis curieuse de savoir, du coup, toi, ce que tu as mis en place après pour prévenir un peu ta santé. Enfin, déjà, peut-être si tu veux réagir à ce que j'ai partagé. Ouais, moi, je suis extrêmement inquiet de ce que deviennent les réseaux sociaux. Je recommande à tout le monde la lecture d'un livre qui malheureusement n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle Stolen Focus, écrit par un journaliste et chercheur britannique qui s'appelle Johann Hari, qui avait écrit auparavant 2 bouquins best-sellers, un sur les addictions et un autre sur la dépression. Et là, donc, son dernier livre, je l'ai connu parce qu'il a été recommandé par Hillary Clinton et il s'appelle donc Stolen Focus, qu'on pourrait traduire par concentration volée, attention capturée. Et il explique qu'il y a 50 ans, on aurait pu prévoir l'explosion du prédiabète, de l'obésité aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux en regardant les évolutions de ce qu'il y a dans une assiette. Oui, en assiette américaine, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les bananes et les fruits. Mais dit aujourd'hui, on peut prédire que nous allons perdre notre capacité collective à nous concentrer. Parce qu'il y a des forces extérieures qui sont à l'œuvre et qui sont plus fortes que notre volonté individuelle. Donc on dort moins qu'avant. Le temps de sommeil moyen était de 8 heures il y a 40 ans aux États-Unis, il est passé à 6h30. On a une alimentation qui est beaucoup plus sucrée et donc beaucoup plus excitante. Et on a, évidemment, la technologie.
la technologie qui est en partie, pas uniquement, mais en partie pensée pour nous voler complètement notre attention. Le but de Instagram, de TikTok, de YouTube, c'est qu'on passe le plus de temps possible dessus. Et il y a des milliers d'ingénieurs qui travaillent tous les jours à ça. Par exemple, l'algorithme YouTube est pensé pour aller chercher progressivement nos pires émotions. Qui a déjà fait l'expérience de regarder une vidéo sur le 11 septembre? Une seule personne. Alors, je vous invite, si vous voulez faire un truc un peu horrible ce soir, vous allez sur YouTube, vous tapez 11 septembre. Vous allez tomber sur une première vidéo qui est modérée en termes de déclenchement émotionnel. Ce sera une vidéo qui raconte ce qui s'est passé, etc. Et après, vous allez regarder la prochaine vidéo qui est suggérée, qui va être intitulée sûrement 11 septembre, image choc. Vous la regardez. Ensuite, vous regardez la prochaine vidéo suggérée. Ça va être quelque chose comme 11 septembre, réalité ou complot? Point d'interrogation. Vous la regardez. Et après, vous tombez sur une vidéo. 11 septembre, la grande escroquerie. Et donc, ce qui est horrible là-dedans, c'est que l'algo sait qu'on va rester plus longtemps si on est régi par des émotions négatives, fortes, excitantes, etc. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Max Tossel, qui avait participé de très près à un mouvement qui s'appelle Time Well Spent, temps bien pensé, qui est un mouvement qui a été initié par un ancien designer de Google, qui avait démissionné de chez Google en constatant ce que je viens de raconter, quoi, des algorithmes qui volent notre attention. Et donc, il y a un mouvement quand même de designers et d'ingénieurs qui, parfois au sein même des GAFA, militent pour qu'on change les règles de design. Bon, ils n'ont pas encore gagné, hein, malheureusement. Et donc, c'est ça que met en avant Johann Hari avec Stolen Focus. Et donc, évidemment, moi, ça me parle parce que je suis extrêmement vigilant à ma propre consommation de réseaux sociaux. Déjà, ne surtout pas avoir des comptes sur tous les réseaux sociaux. Moi, j'utilise plein d'applications qui m'enlèvent les feeds d'actualité. J'essaye de construire une utilisation contre le système et non pas en subissant le système. Et ce que je trouve fort dans le bouquin de Johann Hari, c'est qu'il pose la question de la responsabilité collective, à savoir comment ensemble on peut créer un monde différent. Alors il y a évidemment le premier truc auquel on pense, c'est pour qui on vote, et est-ce qu'on vote pour un candidat qui a en tête quand même ce sujet de perte d'attention collective. Mais par exemple, quand on bosse en équipe, est-ce qu'on se bombarde de messages sur WhatsApp? Est-ce qu'on, quand on fait une réunion, on a le téléphone sur la table, ou est-ce que le téléphone il est en mode avion dans notre sac? Est-ce qu'on utilise certains outils de notification instantanée ou pas? Et je pense que ce sont des discussions qui sont essentielles. Et donc, par exemple, concrètement, si je suis indépendant et que je travaille avec une entreprise, est-ce que je leur donne mon numéro de téléphone ou pas? Est-ce que j'accepte d'être sur leur Slack ou pas? Moi, je crois qu'il est possible d'imposer ces règles pour protéger sa concentration, pour protéger son efficacité et pour protéger in fine sa santé mentale, sinon on ne décroche jamais. Et donc évidemment, il y a les choses qu'on peut faire à notre niveau, comme ne pas avoir certaines applications sur nos téléphones, ne pas avoir de notifications, mais il y a aussi cette dimension vraiment collective. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour garder des poches de concentration? Mais j'ai oublié quelle était ta question. Donc, Toi, qu'est-ce que tu mets en place pour prévenir ça dans ton quotidien, du coup? Alors, je vais essayer de te répondre, et puis peut-être on pourra prendre après des questions, parce que je vois l'heure qui file. Je trouve que ce serait intéressant qu'on puisse avoir un échange ensemble. Moi, en 2 mots. Donc, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai monté Live Mentor est ma 3e entreprise. Et je n'ai commencé à m'intéresser à ces sujets
qu'en 2016, quand j'ai fait un premier burn-out qui s'est déclenché dans le métro à Londres, où j'étais à l'époque en train d'essayer de lever des fonds. Et malheureusement, j'ai pas forcément bien réagi à l'époque. Et j'ai pas mis en place de changement dans mon quotidien, ce qui fait que j'ai connu un deuxième burn-out en septembre 2018 à l'occasion d'une randonnée en Corse que j'ai dû abandonner, le GR20 pour ceux qui connaissent, où j'étais rapatrié en hélicoptère et je ne pouvais plus marcher. J'étais complètement KO, quoi. Et c'était pas à cause de la difficulté physique, hein, parce que c'était que le deuxième jour. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à explorer deux directions. La première, c'est celle des changements au sein de l'entreprise, à savoir comment penser ma boîte pour qu'elle ne me fasse plus souffrir, mais qu'au contraire, elle me permette de plutôt m'amuser quand même, et qu'elle parte de mes forces et pas de mes faiblesses. Et la deuxième direction est une direction plus personnelle, mais tu l'as mentionné, le sommeil, l'alimentation, la pratique sportive. En fait, les essentiels de la santé, on les connaît hein, depuis la nuit des temps. Mais encore une fois, il y a des études incroyables là-dessus que Johan Hari mentionne dans Stolen Focus. Par exemple, si vous dormez 6h30 par nuit, au lieu de 8 heures, votre QI baisse plus que si vous fumez un énorme joint. Donc, il faut l'avoir en tête. Voilà. Il faut l'avoir en tête. Et je suis allé chercher la source de l'étude et je suis tapé les 22 pages de lecture tellement je trouvais ça impressionnant. Donc, sur ces sujets-là, on pourrait faire 1 heure de plus de discussion, mais peut-être que sur les sujets qui touchent plus à l'entreprise, moi, ce qui m'a été très utile, c'est la découverte des modèles comportementaux. Alors, il y en a plein. MBTI, ProcessCom. Toi, je crois que tu es très connaisseuse en énéagramme. Human Design un peu. Human Design. Très connaisseuse, pas trop, mais j'explore ça parce que je trouve que c'est un outil de connaissance de soi aussi. Voilà, mais ça, effectivement, ils ont tous une utilité vraiment forte. Donc, Human Design, énéagramme. Moi, j'adore un outil développé par un philosophe français qui s'appelle Fabrice Midal. C'est un monsieur qui a des lunettes jaunes, qui s'appelle Les 5 portes. Il a publié un livre qui s'appelle Les 5 portes et ensemble, on a travaillé sur une adaptation de son travail pour les entrepreneurs. Et moi, j'ai eu la chance qu'une de mes actionnaires, juste après avoir mis de l'argent dans la boîte, me dise « Attends, je vais te payer le test de personnalité ProcessCom, il est utilisé par la NASA. » Et ça, j'ai trouvé ça génial que cette personne, après avoir fait un chèque de 2 millions d'euros, me dise « En fait, Alexandre, il va bien falloir que tu sois quand même efficace parce que si on perd le cheval sur lequel on a misé, on va pas gagner la course, quoi. » Et elle m'a permis de découvrir donc, ce test de personnalité qui s'appelle ProcessCom, qui en fait a été inventé par la NASA suite à l'explosion d'une fusée dans les années 60. Il y a une fusée qui a explosé en vol, il y a 3 astronautes qui sont morts. Et quand ils ont fait l'analyse de pourquoi elle a explosé la fusée, ils se sont rendus compte que c'est les ingénieurs qui ne s'étaient pas compris, qui ne parlaient pas le même langage. Donc ils se sont dit, oh là, ça a quand même coûté cher, l'explosion de la fusée. Outre recruter des ingénieurs sur leurs compétences techniques en astrophysique, etc., il faut qu'on comprenne leur manière de fonctionner pour bien les matcher ensemble dans les équipes. Ça, c'est super intéressant. Et donc, le psychologue en chef de la NASA a travaillé sur ce modèle-là. Et donc, moi, premièrement, si vous n'avez jamais travaillé avec ce genre d'outils, je vous recommande très fortement de les découvrir. On pourra peut-être d'ailleurs faire un petit test après les questions-réponses. Ça pourrait être marrant autour des 5 portes si vous voulez. Mais l'idée fondamentale, c'est on a tous une manière unique d'être au monde et d'être en énergie. Certains d'entre nous vont adorer rencontrer de nouvelles personnes, discuter, échanger des idées. D'autres vont avoir besoin d'un espace de calme, un espace de paix. D'autres encore vont avoir besoin d'une certaine forme de clarté, des process, des systèmes. D'autres encore vont au contraire détester la clarté et les systèmes parce qu'ils voient ça comme un enfermement. Mais le chemin entrepreneurial est tellement dur, il y a tellement de compétences à acquérir, il y a tellement d'inconnus
sur le chemin. Il y a tellement d'ascenseurs émotionnels que c'est essentiel de construire une boîte qui part de vos forces, qui part de votre manière d'être. Si vous adorez papillonner, rencontrer du monde, bouger à droite à gauche, et que vous décidez de monter un commerce local, vous êtes enfermé dans la boutique toute la journée, pas certain que ça fonctionne. Ça peut, hein, pas certain. Voilà, donc moi, ce sujet-là des modèles de personnalité a été d'une aide fantastique. Et je continue de les explorer, je continue de travailler avec. C'est un voyage qui ne s'arrête jamais. Ça m'aide aussi énormément à comprendre les personnes avec qui je travaille et à m'adapter à leur manière d'être. Ce qui ensuite est très utile, c'est de protéger, mais avec une férocité, je dirais, quasi totale, ce qui vous met vraiment en énergie. Ça, ces activités-là, il faut vraiment pas les perdre. C'est essentiel. Essentiel, 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 essentiel. Donc gardez-les, 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 quoi qu'il arrive dans votre activité. Vous allez avoir des effets cumulés qui sont absolument fantastiques. Et au fond, en fait, tout le monde dit la même chose là-dessus. Hein. C'est comme l'histoire du sommeil, de l'alimentation. Je lisais récemment un post de Sam Altman, donc, qui est le fondateur de OpenAI, ChatGPT, etc. Bon, un homme dont je ne partage pas toutes les opinions, mais il écrivait un article sur comment faire du travail exceptionnel. Et le premier truc qu'il dit, c'est qu'il faut travailler sur quelque chose qu'on aime, mais passionnément. Quoi. Vraiment, mais passionnément. Parce que pour faire du travail de qualité, il n'y a pas d'autre choix que de travailler beaucoup et pendant longtemps. Ça ne marche pas autrement. Et ça, d'ailleurs, c'est la notion d'ikigai chez les Japonais. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un Japonais, mais c'est une culture que moi je trouve exceptionnelle. Ils ont une discipline, un souci du travail bien fait qui est colossal. L'anecdote que je trouve la plus drôle sur les Japonais, c'est comment ils sont devenus premiers exportateurs de jouets dans les années 50. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît. Ok, donc le Japon se fait bombarder durant la Seconde Guerre mondiale, ils perdent la guerre et les Américains installent des bases militaires avec des soldats. De quoi a besoin un soldat américain? De coca. Donc ils font livrer des tonnes et des tonnes et des tonnes de canettes de coca en aluminium pour que les Américains ils boivent leur coca. Qu'est-ce qu'ils font des canettes? Ils les jettent. Alors il n'y a pas de poubelle au Japon, mais ils les jettent quelque part. Et là les Japonais se disent mais attends, c'est trop bien cet aluminium là. Nous on n'en produit pas au Japon. Et donc ils ont recyclé toutes les canettes de coca des soldats américains pour en faire des jouets. Et ils sont devenus en 10 ans premier exportateur mondial. C'est quand même un truc je trouve exceptionnel. Il n'y a que les Japonais pour faire ça, quoi. Bon, alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce qu'on pense du coup sur les Japonais, c'est que c'est des bourreaux de travail qui se sacrifient, mais c'est méconnaître l'importance de l'ikigai dans leur philosophie. Et ils sont très soucieux de trouver un métier, une activité qui leur donne du sens. Et d'ailleurs, dans les bureaux de Live Mentor, il y a une photo de la dirigeante d'un salon de thé au Japon. Ce salon de thé a plus de 1000 ans. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette photo, parce que je trouve que ça représente vraiment cette notion de résilience. Le Japon est le pays au monde qui possède le plus d'entreprises millénaires. Voilà. Voilà, tu veux ajouter quelque chose ou on essaie de prendre des questions? Ouais, juste pour finir sur ce que tu as dit, je trouve vraiment le fait de se connaître, ça a tout changé pour moi. En fait, savoir qu'est-ce qui va me prendre de l'énergie et qu'est-ce qui m'en donne. Et en fait, accepter le plus possible ce qui me donne de l'énergie, c'est-à-dire les conférences, les podcasts, les interactions. Donc moi, je suis coach à côté, donc quand je suis en coaching ou quand je suis en train d'animer des groupes, ça me donne de l'énergie. Et en fait, tout ce qui me prend de l'énergie, ça va être genre l'administratif, les trucs où je suis très seule, qui sont très solitaires. Et en fait, c'est le fait de bien me connaître qui fait que je peux facilement dire non à ce qui me prend de l'énergie et plus dire oui. Donc je recommande vraiment de faire le test. Moi, c'est MBTI, ça m'a beaucoup aidé. Vous pouvez faire le test en ligne sur un site qui s'appelle 16 Personalities.
Processcom, je ne sais pas comment on fait le test. Il faut payer. Voilà, bah écoute, je pense que ça vaut le coup de le faire. Et les bloqueurs d'app, juste pour donner les noms, parce que moi ça a vraiment changé ma vie, c'est Freedom. J'ai acheté la version premium de Freedom, ça coûte peut-être 50 € par an, et franchement c'est les 50 € les mieux investis, parce que du coup tous mes matins sont protégés, et je ne peux pas aller sur les réseaux sociaux avant une certaine heure, donc je ne sais pas si toi tu as quelques sites à recommander, mais je trouve vraiment s'il y avait un seul conseil à donner actionnable, ce serait limite ça pour les réseaux sociaux. Moi, alors j'utilise pas de bloqueur d'app parce que j'ai pas les apps sur le téléphone, mais j'utilise par contre Newsfeed Eradicator qui fait que quand tu vas sur un réseau, le flux d'actualité n'apparaît pas. Et j'utilise un truc pour YouTube dont j'ai oublié le nom, mais qui est assez radical puisque ça ne laisse que la vidéo YouTube. Il n'y a pas les suggestions, il n'y a pas les commentaires, il n'y a même pas la description, il n'y a rien, il n'y a que la vidéo. Ouais. De sorte à ce que quand je clique sur un lien que quelqu'un m'a envoyé pour regarder une vidéo, je ne suis pas perturbé par tout le reste. Ouais. Newsfeed Eradicator, c'est incroyable, c'est une extension Chrome. Et vous pouvez la mettre sur plein de réseaux, sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Et moi aussi, c'est une action qui va vous prendre 10 minutes et qui va vous faire gagner énormément de temps après. Donc voilà, merci d'avoir partagé ça, et on peut peut-être passer aux questions Allez. Pour partager. Donc, alors je ne sais pas s'il y a un micro qui est... Ah oui, voilà, il y a un micro qui va passer dans la salle, et puis vous pouvez lever la main et voilà, là-bas. Ah oui. Bonjour. Moi, je m'appelle Claire. J'ai 30 ans d'expérience en tant que DRH et j'ai créé ma société il y a 1 an. Donc, je fais à la fois de la chasse de tête et du coaching, de l'accompagnement individuel. Alors, en fait, c'est moins une question qu'une remarque. Et c'est surtout, d'abord, un immense merci pour ce que vous avez témoigné. Et en particulier, Julia. Moi, ma dernière fille a 21 ans. Donc, tu comprends que ça m'a beaucoup parlé. Surtout qu'elle est, comme toi, très émotive, émotionnelle et hypersensible, avec tout le cérébral qui va avec. Et tu as évoqué le fait d'avoir justement eu le soutien de tes proches. Donc, en l'occurrence, tu as évoqué ta maman. Et on est dans la salle quelques entrepreneurs aussi beaucoup plus âgés. Donc, moi, j'ai 54 ans. Et pour moi, le soutien des proches, en tout cas le principe même de ne pas rester seul, est extrêmement important, en particulier quand vous êtes indépendant, puisque par nature, vous êtes seul. On a vu qu'il y a très peu de gens qui ont des salariés. Un dirigeant d'entreprise est toujours seul, quoi qu'il arrive. Moi, j'en ai eu plein à côté de moi pendant 30 ans, et c'était bien leur problème à eux, même sur des très grands groupes, d'être seul. Donc, ne jamais rester seul. Pourquoi je dis ça, et je le dis aussi avec une certaine émotion, c'est parce que j'ai perdu, moi, mon beau-frère. Il s'est suicidé d'un burn-out en laissant 3 enfants très jeunes. Et donc, il l'a juste fait parce qu'il est resté seul. Et alors, la maladie, là, parce que c'est une maladie, hein, moi, j'ai eu, comme toi, Alexandre, le fait de un jour ne plus arriver à mettre le pas suivant, le pied suivant devant l'autre. Donc, je me suis arrêtée en sortant de l'école maternelle et il a fallu me transporter. Mais j'ai eu la chance que ça ne dure que quelques temps et d'être entourée, et moi aussi d'apprendre et d'avoir osé m'exprimer. Ce que n'a pas fait Vincent. Et Vincent, ça a fini en maladie complète. Le burn-out démarre par un énorme déni, puisque j'ai fait aussi beaucoup de recherches pour accompagner ma sœur dans des indemnisations pour lui permettre juste de nourrir ses gamins. Et le déni, c'est la première forme du burn-out, c'est le premier symptôme. Donc évidemment, l'intéressé, il est dans le déni. Si vous n'êtes pas entouré, si vous n'avez pas autour de vous un entourage en qui vous avez une extrême confiance, donc vos parents, vos enfants, moi mes enfants qui sont donc plus grands, ils ont entre 26 et 21 ans, sont aussi un support pour moi, parce que sinon, ça sera des potes, mais les potes, oui, il y en aura peut-être 2, 3 que vous appellerez à 3 heures du matin, mais sauf que quand vous êtes dans le déni, vous ne les appellerez pas à 2 ou 3 heures du matin. Donc voilà. Juste prenez vraiment, merci pour ce témoignage parce que je l'ai trouvé extrêmement puissant, et je suis tellement contente de voir que les jeunes qui sont des entrepreneurs aujourd'hui sont aussi talentueux que vous l'êtes, vous, et sans doute d'autres dans la salle. Ça fait du bien de vous entendre et de se dire que le monde qu'on vous laisse est entre de bonnes mains, mais prenez soin de vous et pensez toujours à être entouré. Mais vraiment tous, et c'est pareil pour toute la salle. Merci pour le Merci partage. beaucoup. Je vais prendre les questions aussi en même temps. Merci beaucoup pour le partage.
Bonjour à tous. Déjà, encore une fois, merci en effet pour les témoignages et merci à Claire, c'est ça, pour cette remarque supplémentaire qui était très bien également. J'ai un sujet un petit peu plus léger quand même. Vous avez parlé aussi des bloqueurs d'app, de tous ces trucs-là qui sont en effet très puissants, mais tu l'as dit, Julia, radicaux. Radicaux, c'est-à-dire que tu bloques l'application et après tu n'as plus rien. Ma question, c'est par rapport à la manière dont vous continuez à consommer du contenu quand ces applications ne sont pas bloquées, justement. Comment est-ce que vous faites à l'heure actuelle? Et au-delà de ça, est-ce que vous avez des problèmes et des besoins liés à ça? Voilà. Tu veux commencer? Allez, je lis des livres. Voilà, je fais partie des gens qui pensent que les livres, c'est génial. Et je lis des livres papier. Donc je suis un des rares à y croire encore. J'ai pris un rôle de directeur de collection chez un éditeur qui s'appelle Erol, qui a aussi une librairie dans le 5e arrondissement à Paris. J'ai pris ce rôle-là au début de l'été parce que je pense qu'on doit se mobiliser collectivement pour enrayer la baisse des ventes de livres. Comme je l'ai dit, les plateformes, certaines plateformes qui hébergent des contenus sur Internet, on n'en a rien à foutre qu'on apprenne quelque chose. Enfin, TikTok, ils s'en cognent. C'est pas leur sujet. Donc, moi, j'essaye de me concentrer sur des formats de contenu qui me permettent d'apprendre et me permettent de ne pas être déconcentré. J'ai 3 formats que j'adore, les livres en premier, les magazines et les newsletters. Et je trouve que les newsletters sont quelque chose d'assez incroyable sur Internet, parce que déjà ça existe depuis plus de 20 ans, on l'oublie, et c'est toujours là. Il faut savoir gérer sa boîte mail d'une certaine manière, il faut mettre en spam religieusement tout ce qui mérite d'aller en spam. Donc moi je dois mettre quand même en spam, c'est fou de le dire, hein, 5 mails par jour que je n'ai pas demandé à recevoir et qui passent pourtant les filtres anti-spam, je ne sais pas comment. J'investis quand même 30 € par mois dans un outil pour gérer mes mails qui s'appelle Superhuman. Tu vois, c'est pour te dire à quel point j'essaye de me créer un espace qui peut être un espace d'apprentissage. Mais voilà, je pense que c'est... je pense, alors d'ailleurs, j'ai appris hier que j'animais un atelier. Donc tout à l'heure, j'anime un atelier sur comment se former. Et donc ça touche pas mal à ta question. Et je pourrais, si tu viens à l'atelier, je crois que ça dure 1h30, je pourrais répondre plus longuement parce que ça, c'est un premier élément de réponse. Mais derrière, sur comment se nourrir de contenu, comment apprendre, il y a plein de sous-thèmes passionnants sur... qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, comment mémoriser, comment prendre des notes, comment choisir le sujet sur lequel je me forme ou pas. Tu as parlé du FOMO tout à l'heure. Il y a un énorme FOMO qui se déclenche quand on veut apprendre quelque chose. Plus des sujets de comparaison. Enfin bref, je m'arrête là, mais long sujet. Et moi, si je comprends ta question, c'est un peu comment aller sur les réseaux sociaux sans y être trop accro. Ouais, en fait, je comprends très bien l'enjeu parce que, tu vois, moi, j'avais un paradoxe dans le sens où je travaille sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai un podcast, donc je fais la com sur les réseaux sociaux, je ne vais pas fuir les plateformes. En même temps, les réseaux sociaux me servent à porter un message qui me tient à cœur. Et en même temps, je forme des gens à LinkedIn. Donc, il se trouve que je dois quand même aller sur les réseaux sociaux. Donc, moi, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai payé encore une application qui s'appelle Be Timeful. Et ça, c'est trop bien parce que, tu sais, quand tu te dis je vais sur les réseaux que 10 minutes et tu te retrouves à rester 1 heure, en fait, là, tu peux vraiment rester que 10 minutes. En fait, ça enlève les apps de ton feed. Donc, tu vas plus voir l'application. Donc, déjà, tu as beaucoup moins de consultations réflexes. Et en plus de ça, une fois que tu es sur l'appli, si tu as dit à l'app... Tu as le choix entre 5, 10 ou 15 minutes. Donc, grosso modo, tu ne peux pas y rester hyper longtemps. Et au bout de 10 minutes, en fait, tu sors de l'application. Et toi, tu avais complètement oublié que tu avais juste envie d'y rester 10 minutes parce que tu as été bien absorbé. Et en fait, ça te fait quitter. Donc, moi, j'adore. Quand je dois obligatoirement aller sur les réseaux sociaux, j'essaye de tout le temps passer par cette application pour bien y passer mon temps. J'espère que ça pourra t'aider.
Et tu peux lire le livre d'Eliott Meunier qui s'appelle « Arrêtez d'oublier ce que vous lisez ». Très, très bon livre. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. Ah, là-bas, on a une main qui se dresse courageusement. Bonjour. C'est plus une question pour toi, du coup, Julia, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les profils curieux, mais qui manquent cruellement d'organisation et le moment où tes priorités, du coup, deviennent toutes des priorités. Et tu as plus cette hauteur sur qu'est-ce qui est urgent, important, là, tout de suite, maintenant, dans mes objectifs. Comment est-ce que toi, tu y as répondu, sachant que moi, je ne suis pas indépendante. Donc, j'ai pas cette liberté de me dire, OK, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est juste que, en fait, moi, j'ai des objectifs, je suis commerciale. Et il y a ce moment où, effectivement, tout devient important, urgent, prioritaire. Comment est-ce que tu te réorganises? Ouais, je vois très bien. Et il faut savoir que moi, du coup, je suis indépendante, mais en même temps, je travaille avec Nina. Donc, tu vois, j'ai quand même. Ce n'est pas mon projet. Tu vois, je travaille avec quelqu'un dans une équipe. Et mes projets, c'est vraiment les conférences et le podcast. Donc, j'ai aussi des contraintes liées à ça. Donc, je comprends très bien ce dont tu me parles. En fait, une question que je me suis posée, c'est déjà, qu'est-ce qui se passe si ce projet-là, je le fais plus tard, tu vois? Et si si la réponse c'est rien, déjà tu peux le dégaler à plus tard. Typiquement, moi en juin, j'avais pour projet d'écrire ce livre, tu vois. En plus, j'étais en contact avec Erol, etc. Erol était partant, et en fait, j'étais tellement dans l'urgence de me dire, waouh, j'ai cette opportunité d'écrire un livre, il faut absolument que je le fasse maintenant, que j'oubliais de me dire qu'en fait, j'allais même pas avoir le temps d'écrire ce livre. Et ce qui m'a aidé, c'est d'avoir beaucoup plus de réalisme en fait sur quelle énergie j'ai dans mes journées et quelle énergie j'ai disponible pour mes projets, tu vois. Et donc, du coup, de me dire, prends le temps que tu as dans ton activité salariée et estime quel temps disponible tu as chaque semaine pour tes projets. Et ensuite, essaye d'adapter tes objectifs perso de tes projets à côté, si je comprends bien, à ta boîte. Et parfois, il faudra peut-être réduire les ambitions par rapport à quelqu'un qui est à temps plein dessus. Et ça, je sais que c'est hyper difficile parce que parfois, on se compare à des gens qui sont à temps plein. Mais il faut vraiment au maximum ne pas se comparer à ça et être concentré sur ce qui est écologique pour nous. J'aime beaucoup cette expression écologique dans la santé mentale, tu vois, de dire qu'est-ce qui fait que c'est soutenable et à la fois qui me rend épanouie au quotidien et de sélectionner, tu vois, si tu as plusieurs projets, tu vois, dans les profils créatifs, souvent on a plein d'idées en même temps, donc de sélectionner quelle est l'idée, tu vois, s'il y avait une seule idée, quelle idée qui te tient le plus à cœur de lancer maintenant, tu vois, qui te semble la plus facile, pas forcément la plus facile, mais tu vois, qui semble le plus plausible pour toi de mettre en place, qu'est-ce qui te donne le plus envie aussi, tu vois, et prendre plus le temps d'échelonner et te dire, si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je pourrais le faire? Et de plus répartir comme ça, d'avoir une vision à peut-être plus long terme que de dire, voilà, je vais tout faire maintenant et plus se respecter, quoi. J'espère que ça répond à ta question. Okay. Oui. Marius, tu avais une question tout à l'heure, non? Je sais pas si Il y a encore le temps pour une question. Si encore pour une question, je peux bien poser une question. C'est plus pour Alexandre, parce que moi je me suis beaucoup reconnu dans le discours de Julia où j'ai 15 000 idées et en fait très vite je me noie, mais même à partir de 2 projets c'est difficile pour moi. Alors que toi tu fais Live Mentor, l'Odyssée, Graines de Métamorphose, en plus c'est des projets que je trouve incroyables. Comment tu fais pour pas, parce que moi c'est même pas une question de combien de temps va te prendre le projet, mais c'est une question c'est des projets qui me font tellement vivre que je me fais absorber dedans et j'arrive pas à du coup vivre 2 projets en même temps. Comment est-ce que toi tu as des... Mais peut-être que ça s'est amené dans ta vie, mais comment tu arrives à faire ça? Difficile question. Déjà, bon, peut-être en préambule, il y a beaucoup de projets où je suis en équipe, où je ne fais pas tout le travail seul. C'est important de le dire en priorité. Après, moi, j'ai appris au fil des années que j'étais complètement chaotique, désorganisé, et que c'est comme ça que je nourris ma créativité. Et si je bosse sur un seul sujet, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que dans mes semaines, aujourd'hui, je suis content d'avoir la newsletter Live Mentor que j'écris le lundi, la newsletter Vendredi est possible que j'écris le vendredi, les podcasts Métamorphose, des projets avec des partenaires, des projets d'écriture interne à Live Mentor.
mais j'ai compris au fil des années que j'avais besoin de système et j'avais besoin d'une structure pour me permettre de faire n'importe quoi dedans. Donc, j'ai, par exemple, des horaires très fixes où je vais dormir, des horaires très fixes où je vais me lever, des horaires très fixes où je vais manger, des horaires très fixes où je vais faire du sport. Je vais passer assez peu de temps dans les bureaux de Live Mentor parce qu'il y a beaucoup de personnes et que s'il y a plein de personnes et que des discussions surgissent à tout moment, je vais perdre ma concentration. Donc, je ne sais pas si cette réponse est... Je pense que ça me parle. En fait, tu vas cultiver tout le temps un certain état d'esprit qui te permet de faire ce que tu fais. En gros, je bosse que sur des trucs qui me plaisent. Ça, c'est la base, c'est essentiel. 2, je bosse sur plein de choses en même temps, mais avec une structure qui me garantit de la paix, entre guillemets, enfin, une structure qui me permet de jongler d'une chose à l'autre. Et 3, je crois que les modèles de personnalité, notamment les 5 portes, m'ont permis de comprendre que, à titre personnel, je tire mon énergie des autres et du fait d'être en relation. Et donc, j'essaye de m'entourer de certaines personnes sur les projets, ce qui me donne une énergie monumentale. Par exemple, ce matin, j'enregistre 2 podcasts chez Métamorphose. Ce qui fait que je m'en sors, c'est que je peux avoir un échange avec Anne. Donc, c'est Anne Gecker, c'est la fondatrice de ce podcast, durant l'heure qui précède les enregistrements, où elle me fait du feedback sur les préparations. Et ça, pour moi, c'est fantastique. Il y a des personnes qui seraient, pour qui ça n'irait pas du tout d'avoir du feedback 30 minutes avant que ça commence et de changer l'ordre des questions. Moi, ça me va très bien parce que ce qui compte surtout pour moi, c'est de croiser le regard et d'avoir l'expérience de Anne. Voilà. Et donc, sur tous les projets où je réussis à avoir ce type de relation, et c'est ces relations précieuses, rares, qu'il faut cultiver, ça marche mieux, beaucoup mieux que quand je suis totalement seul. Ok. Donc, par exemple, je ne fais quasiment jamais de réunions où il y a 3, 4, 5, 6, 7, 10 personnes. C'est terrible pour moi, ça. Et par exemple, ton profil MBTI, ça serait quoi? Je ne peux pas te parler en détail d'MBTI, mais j'ai beaucoup plus creusé le process com et les 5 portes. Et sur les 5 portes, je suis porte rouge, qui est le bonheur de la relation. Ok. Voilà. Merci. Pardon? J'ai juste dit Je merci. suis jaune. Je suis jaune en process com. Je suis rebelle, oui. Il y a une dernière question, mais je crois qu'on a fini. On est short time. Tu pourras poser la question peut-être en particulier à Alexandre juste après. Moi, je voulais vous remercier parce qu'effectivement, je pense que ce qui fait l'ADN de l'Accordé, c'est aussi tout ce que vous avez partagé en sincérité, en authenticité. On peut parler d'innovation, d'IA, on est tous des humains. Si on se rencontre physiquement, c'est aussi pour ça, pour partager nos expériences sans tabou, parce qu'encore une fois, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a parfois un petit peu un miroir déformant qui nous fait croire qu'il faut qu'on soit ultra performant et un peu des surhommes. C'est faux, absolument faux. On reste des humains, des femmes et des hommes avec nos failles. Et il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas surtout de honte à le partager, bien au contraire. Donc merci pour ces témoignages et merci aussi pour vos interactions. Je vais maintenant enchaîner, je vais vous remercier. Et donc ceux qui veulent continuer à échanger, je vous demande de les applaudir bien fort, Julia et Alexandre. Grand merci.